Alors, je vais m'adresser à vous avec beaucoup d'humilité parce que finalement, j'ai peu de réponses, en tout cas, à la période actuelle, c'est-à-dire que mes moyens de la mettre en perspective sont relativement limités. Ce que je peux faire, c'est ce que m'a demandé Charlotte, c'est vous dire sur quoi je travaille, sur quoi portent mes recherches, et puis essayer de tenir quelques considérations sur la catastrophe qui est en train de nous arriver. Alors, sur quoi je travaille? Bon, mon travail a plusieurs facettes. Je joue plusieurs rôles en fait. J'ai été sociologue d'abord, observateur de démarches, de participation, de dispositifs démocratiques. Ensuite, j'ai été simultanément théoricien, c'est-à-dire que j'essaie de réfléchir à ce que pourrait être la meilleure démocratie possible en tant que régime politique. Et puis, je suis de plus en plus souvent acteur. Et là, en ce moment, Charlotte l'a dit, je suis membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat qui, entre parenthèses, vient de faire une adresse à la société française et aux dirigeants et vient de transmettre à ces mêmes dirigeants une cinquantaine de leurs propositions Alternative économique, un magazine, vient de fuiter. Les citoyens ne voulaient pas en tout cas, n'étaient pas suffisamment nombreux à vouloir que ces mesures soient diffusées, mais finalement, les mesures ont fuité. Donc, si vous allez sur les, les réseaux sociaux, vous trouverez ces mesures qui sont destinées à permettre de limiter de 40% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon de 2030 dans un esprit de justice sociale. Alors, mes objets, quels sont-ils? J'en ai trois. J'ai trois objets assez différents. La première, c'est mon intérêt porte sur les trajectoires, les évolutions de ce que nous appelons démocratie le plus communément, à savoir la démocratie représentative et ses institutions. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment elles évoluent, comment elles se transforment et comment elles résistent aujourd'hui à un certain nombre de processus qui visent à soit les contourner, soit à les remplacer. Deuxième objet, c'est ce qu'on pourrait appeler les innovations démocratiques, ce qui renvoie au nom de démocratie participative ou de démocratie délibérative, à savoir un certain nombre d'expériences, de procédures, de démarches qui visent à permettre aux citoyens ordinaires de participer au processus de décision. Ce qui n'est pas du tout évident dans le cadre de la démocratie représentative, où le rôle du citoyen ordinaire est simplement d'élire des représentants, et puis son rôle s'arrête là. Or, la question est de savoir si ça suffit à considérer que nous sommes dans une démocratie authentique, s'il suffit de désigner des représentants pour vivre en démocratie. Et donc, toutes ces procédures, toutes ces démarches, toutes ces expériences, elles renvoient par exemple à ce qu'on appelle les budgets participatifs. Il y en a un à Paris qui jusqu'à présent fonctionnait plutôt bien, à tout ce qui renvoie à des assemblées citoyennes du type de la Convention citoyenne pour le climat, ou ce qui peut renvoyer aussi, par exemple, mais il y en a de multiples autres exemples, à ce qu'on appelle les civic tech, c'est-à-dire des technologies, des interfaces numériques qui visent à faire en sorte que les citoyens puissent contribuer, discuter du processus de décision. Et puis, le troisième de mes objets, c'est tout ce qui renvoie à une autre dimension de la démocratie, celle qu'on oublie presque toujours, sauf dans certains courants de la philosophie politique, c'est la démocratie comme forme de vie. Comme forme de vie, comme forme de société. C'est toutes les actions que mènent les citoyens et qui visent à coopérer avec d'autres, à prendre en charge ce qu'on pourrait appeler des communs, des objets, des questions communes. Et ça va de la ZAD à des expériences. Par exemple, moi, je fais rentrer dans la démocratie des expériences d'habitat partagé, par exemple, qui font vivre les valeurs de la démocratie, c'est-à-dire des valeurs d'inclusion, des valeurs d'égalité, des valeurs de responsabilité dans la société et pas dans les institutions. Et pour moi, réfléchir à la démocratie, c'est aussi sortir finalement du champ simplement institutionnel pour s'intéresser à ce qu'il a fait vivre dans la société.
Alors, ce que j'ai vu au cours de ma carrière de chercheur, qui remonte à il y a 25 ans, ça fait, vous savez, presque un quart de siècle que je travaille sur la démocratie, c'est une évolution majeure qui aujourd'hui semble être remise en cause. Qu'est-ce que c'est que cette évolution? La démocratie en 1990, au moment de la chute du mur de Berlin, n'était plus véritablement une question. La démocratie libérale représentative avait gagné. Certains avaient même parlé de fin de l'histoire. Et quand moi, je commençais à travailler sur ce qu'on appelait pas encore la démocratie participative, les gens me disaient oui, c'est gentil, mais ça n'a pas grand intérêt, puisque finalement, ça fonctionne bien tel que ça fonctionne. Et puis, au fur et à mesure, la question démocratique est redevenue une question centrale. Si on regarde, par exemple, le mouvement des indignés, le mouvement Occupy en 2011, au début de la décennie 2010, si on regarde le mouvement des Gilets jaunes, si on regarde les mouvements en faveur du climat, tous posent la question démocratique comme une question majeure. Et dans un contexte de crise de la représentation, là nous y sommes, nous y étions dans ce contexte, dans un contexte où les politiques économiques et sociales sont perçues comme de plus en plus injustes et où les gouvernances sont considérées comme de moins en moins légitimes, la question démocratique est redevenue au centre et l'aspiration à plus de démocratie était redevenue une aspiration majeure dans nos sociétés. Alors, il ne faut pas s'arrêter là pour décrire le contexte d'avant Covid-19. Il y avait deux autres mouvements plus forts encore, qui prenaient de la force et qui aujourd'hui se voient renforcés, je vais y revenir, par le Covid-19. Le premier mouvement, c'est un mouvement en faveur du gouvernement des experts, ce qu'on appelle l'épistocratie, c'est-à-dire des gouvernants qui sont dans la sphère économique, mais aussi dans la sphère politique et administrative, qui considèrent qu'en fait, il y a des lois de l'histoire et qu'eux, finalement, détiennent la compétence nécessaire au gouvernement des sociétés. Et il n'y a pas besoin de discuter, puisqu'il n'y a qu'une seule politique possible. Cette épistocratie ou ce gouvernement des experts était remarquablement illustré par un gouvernement comme celui d'Emmanuel Macron en France ou par le gouvernement de l'Union européenne. Bon. Le deuxième modèle, c'est le modèle autoritaire, ce qu'on pourrait appeler le populisme de droite, qui avait emporté beaucoup de victoires et qui continuera à en emporter, et qui est un modèle qui consiste à dire qu'en fait, un leader en phase avec un peuple est parfaitement capable de se passer de médiation pour prendre les bonnes décisions. Et ce modèle exalte une forme de nationalisme ou de ultranationalisme. Et ce modèle, on l'a vu avec Bolsonaro, Trump, Johnston, en Inde, on le voit partout finalement émerger comme une alternative à la démocratie libérale représentative que nous connaissions. Mais la démocratie n'est pas mon seul intérêt de recherche. Je me suis intéressé aussi à la question de la transition, d'où le titre un peu énigmatique de cette conférence, et pas du tout sexy, je le reconnais, démocratie et transition. Je me suis intéressé à la question de la compatibilité entre l'impératif démocratique et l'impératif écologique. Compte tenu de l'urgence aujourd'hui, dans laquelle nous nous trouvons dans la recherche de mesures et de modèles pour éviter l'effondrement de nos environnements et donc l'effondrement de nos sociétés humaines. La question est de savoir si la démocratie est un régime qui fonctionne. Avec un certain nombre de collègues au sein de la Fondation Nicolas Hulot, nous avons fait des propositions qui visaient à concilier transition écologique et approfondissement de la démocratie, en partant de plusieurs principes, de plusieurs constats. D'abord, que la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne ne permet pas de trouver des solutions à la crise environnementale. C'est une évidence absolue. Les démocraties représentatives sont myopes et elles sont sous l'influence d'acteurs et de puissances qui effectivement ne veulent pas de transition écologique. Deuxième constat, c'est que l'hypothèse du despotisme éclairé, de la dictature bienveillante qui a été formulée quelquefois dans la philosophie politique et qui consiste à dire que finalement, il faut passer au-dessus de la démocratie pour prendre les mesures nécessaires pour affronter la crise environnementale, nous pensons que ce n'est pas du tout ni une solution efficace, ni une solution désirable.
Et puis, nous avons donc, dans ce cadre, proposé des mesures ou des innovations institutionnelles, comme une Assemblée du futur, on pourra y revenir avec la Fondation Nicolas Hulot, ou comme la Convention citoyenne pour le climat, en faisant le pari que des citoyens informés, délibérants, seraient capables de produire des mesures radicales, et ils en sont parfaitement capables pour changer de paradigme. Et puis, dans ce cadre-là, j'ai aussi réfléchi à l'échelle locale, à la manière dont, sur un certain nombre de territoires, on est arrivé à mener la transition écologique et la transition démocratique. Des territoires comme Lansangoel, des territoires comme Kingersheim ou Ungersheim, des territoires aussi qui sont visibles comme saillants, arrivent à rénover à la fois la gouvernance, mais aussi la gestion des communs naturels. Mais aujourd'hui, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, finalement, ce qui est en jeu, c'est que la démocratie et l'écologie, l'environnement, soient les deux grandes victimes du Covid-19, c'est-à-dire les deux grandes victimes, non pas collatérales, mais directes de ce virus. Et on ne peut pas parler de crise, il faut parler de catastrophe, c'est-à-dire effectivement d'un événement qui produit des effets durables et essentiels, mais en tout cas qui ne permet pas d'envisager que l'on reparte comme avant. Alors que change cette catastrophe et qu'est-ce qu'elle ouvre comme possible éventuel? D'abord, c'est un événement qui est un révélateur de réalités et de tendances beaucoup plus lourdes, révélateur de nos inégalités sociales et économiques, de l'absurdité de notre société de consommation, révélateur aussi du processus plus général de numérisation de nos sociétés, révélateur aussi d'un phénomène massif et important de défiance à l'égard des autorités et de discours, qu'elles soient scientifiques ou politiques, hein, la fameuse affaire Raoult, et puis révélateur aussi de la concentration du pouvoir de décision actuellement entre les mains d'un tout petit nombre d'acteurs et indépendamment de toute participation citoyenne. Quand on regarde la négociation qui vient d'avoir lieu au niveau de la zone euro entre les grands ministres dont tout dépend, c'est-à-dire c'est la négociation la plus décisive pour notre destin européen, à nous Européens, des années qui viennent. Elle s'est faite à huis clos, sans aucune transparence, sans aucune possibilité de regard extérieur. Et puis, ce à quoi on assiste, c'est à une régression des libertés démocratiques, à une régression des droits, à la mise en place de plus en plus claire maintenant de dispositifs de surveillance qui, évidemment, sont parfaitement contradictoires avec notre idéal démocratique. On assiste dans certains pays à un basculement vers la dictature, comme en Hongrie, et l'expérience montre qu'on sait très bien comment on sort même progressivement de la démocratie, on sait beaucoup moins bien comment on y rentre. Et si ces mesures, un certain nombre de ces mesures sont justifiées par des circonstances exceptionnelles, et toutes les démocraties doivent mettre en suspens un certain nombre de leurs principes et de leurs règles en circonstances exceptionnelles, il faudrait être sûr que, un, ces entorses soient proportionnées, deux, qu'elles soient contrôlées, trois, et notamment par des contre-pouvoirs, ce qui n'est plus le cas. Le Parlement, aujourd'hui, ne joue pas véritablement son rôle de contre-pouvoir. Et trois, qu'elles aient un terme. Or, on sait depuis le 11 septembre 2001 que toutes les législations d'exception, finalement, se sont inscrites progressivement dans le droit. Et puis, on assiste aussi à un procès qui est fait aux démocraties au nom de l'inefficacité de ces démocraties. On voit bien comment la Chine, comment les défenseurs de l'autorité et de formules autoritaires sont en train de nous dire vous êtes parfaitement inefficace, regardez comme ça fonctionne bien ailleurs. Et on voit aussi une très grande acceptation par une majorité de citoyens de solutions autoritaires. Comme si nous avions désappris la démocratie, comme si nous acceptions finalement de servir volontairement le pouvoir. Et ça, c'est ce qui me semble le plus inquiétant. Et puis, le risque, c'est qu'un coup d'arrêt soit mis au processus d'innovation démocratique qui avait commencé à se mettre en place, que ce soit les solutions autoritaires, nationalistes, les plus classiques qui l'emportent sur le plan de la démocratie. Et le plus grave, c'est sur le plan de l'écologie. On voit déjà ceux qui demandent à ce qu'on revienne
à la situation antérieure. On voit les industries pétrolières et aéronautiques et automobiles demander un soutien sans condition. On voit les géants du numérique et de la distribution qui sont à la cause d'un certain nombre de dysfonctionnements de nos sociétés profiter de la crise. Et on voit, comme l'a dit Naomi Klein, la stratégie du choc. Vous savez, vous connaissez tous peut-être ce livre, La stratégie du choc, qui montre qu'en fait, les solutions libérales les plus violentes se mettent en place très facilement dans les contextes de crise. Et puis, si on a un retour de l'État, c'est une évidence, qui finance, qui soutient un bout de bras l'économie. On sait très bien que si l'État n'a plus la possibilité de créer la monnaie, et c'est le cas de la zone euro, hein, contrairement à l'Angleterre ou aux États-Unis, la nécessité de politique d'austérité qui va très certainement suivre la crise du coronavirus, va étrangler l'État et va permettre finalement, va donner lieu à des politiques qui iront encore plus dans le sens d'un démantèlement de nos infrastructures de solidarité. Et puis, on sait que la transition énergétique va demander des moyens très importants et il n'y aura peut-être plus d'argent pour mener ces politiques, donc d'où l'enjeu pour la Convention citoyenne et pour un certain nombre d'acteurs de peser sur le plan de relance. En conclusion, certains ont envie d'être optimistes, en disant que oui, c'est une crise, une ouverture des possibles. Certains, comme Bruno Latour ou Armut Rosa, ont dit c'est une répétition générale. On sait maintenant qu'on peut arrêter la machine. Et quand on voit l'ampleur de la crise écologique à venir, on ne pourra plus dire qu'on ne peut pas arrêter la machine. C'est donc possible. Par ailleurs, ce temps d'arrêt est un moment de possible prise de conscience par les citoyens de l'absurdité du système et de leur mode de vie antérieur, de leurs pratiques de mobilité, de leurs désirs de consommation. Alors vous me direz, c'est un point de vue de privilégié que de dire ça, mais ça peut compter dans un changement de système. Et puis nous expérimentons des formes de sobriété, des formes de solidarité qui permettront à nos communautés humaines d'être plus résilientes à l'avenir. Et puis, finalement, il y a ce qui se joue au niveau des structures de marché, des structures de solidarité publique qui est essentielle. Il faut préserver la solidarité, empêcher qu'à l'avenir se reproduise ce processus indéfini d'extension des limites du marché, mais il y a ce qui se joue dans les perceptions, dans nos affects, dans nos désirs, dans nos sentiments. Est-ce que finalement, nous allons continuer à nous penser comme nous pensions auparavant, c'est-à-dire tout puissant vis-à-vis de la nature et totalement dépendant de la consommation? Donc, j'ai deux certitudes. Je n'ai que des questions. Je n'ai que deux certitudes dans la crise actuelle dont je ne sais en aucun cas comment elle finira. Ça n'est pas une crise. Et vous voyez que moi-même, je suis victime de ce vocabulaire de la crise, de l'effondrement actuel. Hein, c'est-à-dire, c'est une catastrophe sur un corps malade, hein, qui étaient nos sociétés détachées du vivant et de leur milieu naturel, donc devenues d'une fragilité déconcertante. C'était ça, hein, le corps affaibli sur lequel vient se poser le virus. Je crois, en l'intelligence collective, développer des formes de vie plus démocratiques qui fassent plus confiance à la responsabilité, à l'autonomie, aux capacités et aux compétences des citoyens, le faire principalement à l'échelle locale. Ça, c'est le premier élément. Je pense qu'il faut relocaliser toute une partie de notre vie collective et surtout de notre vie politique. C'est une première certitude. Et ma deuxième certitude, c'est qu'il faut continuer d'expérimenter, d'innover et ne pas lâcher les institutions. Ne pas considérer qu'une fois qu'elles se sont effondrées, il deviendra très simple finalement de développer les formes de vie que nous souhaitons, les formes de solidarité qui sont les nôtres. Il faut continuer à protéger l'état de droit, il faut continuer à faire fonctionner nos institutions, mais il faut simplement les transformer de l'intérieur en les amenant à être beaucoup plus fidèles aux principes dont elles se réclament et surtout en permettant aux citoyens, à d'autres formes de légitimité, d'y participer.
anticiper. Il faut inventer une démocratie du 21e siècle, une démocratie pour tant de crises, parce que ça n'est que la première des crises qui vont se reproduire. Alors, les autres viendront certainement de virus, mais aussi d'autres choses. Il faut impérativement faire cela. C'est la note d'optimisme dans un exposé qui ne prête pas, je le conçois bien, à l'optimisme. Merci pour votre attention. J'ai dû être très long. Ah oui, 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 oh là 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 là, oh que ça n'est pas bien. Mais je suis prêt à répondre à toutes vos questions et je serai ravi d'y répondre. Merci Loïc pour votre intervention. Donc, on a légèrement Oui. débordé en effet, mais si vous avez le temps, nous aussi. Alors, je vais commencer à prendre les questions. Donc, une première question, vous avez dit: «On sait comment on sort de la démocratie, mais on ne sait pas comment on y réentre. Mais les démocraties actuelles se sont bien instaurées à un moment dans l'histoire. Ne pourrait-on pas s'inspirer de ces exemples?» Alors, il y a deux manières finalement d'instaurer la démocratie. Il y en a une qui ne s'est pas révélée complètement fonctionnelle, qui est la révolution. On s'est aperçu qu'effectivement, alors là, pour le coup, on pourrait imaginer une révolution démocratique, une reprise en main du pouvoir par des forces politiques qui se réclamaient de la démocratie. Et là, ça peut ne pas prendre de temps, mais ce qu'on sait, c'est que dans la quasi-totalité des cas, ces révolutions faites au nom de la démocratie ont développé des formes de domination, des formes de leadership, des formes d'autorité parfaitement antinomiques avec la démocratie. La deuxième manière d'instaurer la démocratie, c'est la revendication par des groupes de citoyens de droits. Alors, le droit, de droits sociaux, de droits politiques, et ça se fait sur un temps infiniment plus long pour arriver aux équilibres pas du tout satisfaisants en plus, qui étaient les nôtres à la fin de la Seconde Guerre mondiale, cet équilibre dans lequel finalement on n'était pas complètement en démocratie, on n'était pas vraiment en démocratie. Un Grec nous aurait dit vous n'êtes pas en démocratie, hein, c'est sûr, mais finalement, nous avions des droits, nous avions la possibilité d'influencer très indirectement les politiques. Pour arriver à cela, il a fallu des siècles, des luttes, une mobilisation constante. Comment voulez-vous que si on sort de la démocratie maintenant, on puisse aussi rapidement, et on voit bien que quand des leaders autoritaires prennent le pouvoir, ça met du temps pour leur prendre. Il faut des dynamiques internationales aussi, il faut des conditions sociales. Tout cela est extrêmement compliqué. Donc, je suis assez pessimiste sur les possibilités de revenir en démocratie une fois qu'on l'a quittée. En fait, cette idée, je ne la tiens pas, ce n'est pas moi qui l'ai formulée, c'est un très grand politiste italien du XXe siècle, qui s'appelle Noberto Bobbio, qui est celui qui a mené la plus belle analyse de ce que sont la gauche et la droite. Et en fait, je le suis complètement sur ce point. Merci pour cette réponse. Alors, un petit rappel pour les participants, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, vous pouvez poser vos questions dans la conversation partagée sur Zoom. J'en vois Et plusieurs. Ouais. voilà, et pour ceux qui partent avant la fin, la vidéo sera disponible sur le site internet avec les questions et les réponses. D'accord. Alors, comment pensez-vous que les institutions pourraient être transformées de l'intérieur, comme vous le suggérez? C'est le pari que moi je fais depuis très longtemps. C'est-à-dire que je fais le pari de ne pas me situer uniquement en dehors des institutions, mais de passer des alliances avec des gens qui, au sein des institutions et des sphères de pouvoir, ont compris qu'ils ne pouvaient plus continuer comme cela. Alors, ils sont minoritaires, très souvent. Ils ne l'emportent pas le plus souvent, mais toutes les réformes politiques et sociales se sont faites comme ça. Il a fallu une pression de l'extérieur, mais il a fallu aussi une action de l'intérieur, c'est-à-dire une conversion de l'intérieur par un certain nombre d'acteurs. Et moi, je connais beaucoup d'alliés de ces idées à l'intérieur des institutions qui ne sont pas toujours en position de pouvoir, mais je crois qu'il est efficace de considérer ces deux terrains de lutte et de transformation. Autre question, pourquoi pensez-vous que le despotisme éclairé n'est pas efficace? Non, il n'est pas efficace parce qu'il a démontré qu'en aucun cas, nulle part, il n'était efficace. Alors là, je vais m'appuyer par exemple sur les réflexions d'un autre auteur économiste bien connu, Amartya Sen, qui, dans son travail sur la démocratie et sur les capacités, montre que dans aucun pays, finalement, autoritaire, on a réussi
démocratie. En tout cas, dans aucun pays démocratique, finalement, il n'y a eu la famine. Il renverse un petit peu l'argument. C'est-à-dire que là où il dit les choses très justement, c'est que d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue épistémique, pour bien gouverner des sociétés complexes, il faut avoir le maximum de retours d'informations possible. Et puis, pour bien gouverner aussi, pour mener des politiques efficaces, si on accepte évidemment les politiques de répression, si on veut mener des politiques efficaces, il faut pouvoir parier sur l'assentiment, l'adhésion des citoyens. Donc, il y a un double enjeu d'efficacité et de légitimité. Et on s'aperçoit qu'il y a une corrélation. Prenons le cas du Covid-19. Les gouvernements qui ont été les plus efficaces sont parmi les plus démocratiques de cette planète. Je pense à Taïwan, dont j'ai une étudiante en thèse qui travaille sur Taïwan. Taïwan expérimente en ce moment le type d'innovation politique que moi je cherche à développer, notamment à travers les espaces numériques. L'Allemagne est un pays démocratique, éminemment démocratique, avec une démocratie locale, un contre-pouvoir du Parlement, etc. Dans une moindre mesure, la Corée du Sud. Donc, ce n'est pas la Chine, ce ne sont pas les pays autoritaires qui sont les plus efficaces. Jamais. On en a la preuve évidente. Bon, et puis, quelles initiatives de démocratie participative locale vous semblent actuellement les plus intéressantes? Il y en a une myriade. Qui ne sont pas toujours à portée de mes radars, hein, mais l'une des expériences qui, en plus, d'un certain point de vue, inspire beaucoup d'acteurs, c'est Los Angeles. Hein, et le maire de Los Angeles, Jean-François Caron, bon, que j'ai l'honneur de connaître, a lancé, il a quitté la mairie, mais il a lancé, c'est une petite ville du Nord, sinistrée d'un point de vue économique, qu'il a relancé via des politiques très actives de transition énergétique qui associait les citoyens, et on a un vrai changement là de logique politique à une échelle locale où il est plus facile de le faire qu'à l'échelle nationale, mais c'est tout à fait intéressant. Et il a mis en place une fabrique des transitions écologiques qui fédère des tas d'initiatives de ce type. Il y en a plein d'autres. Je ne peux pas toutes les citer pour ne pas vexer celles que je ne citerai pas. Regardez Grenoble. Finalement, Grenoble, avec une majorité improbable, a mené, lancé des dispositifs tout à fait intéressants depuis la précédente mandature. Bon, il y a des choses qui sont pas mal. Et puis surtout, il faut aller voir à l'étranger ce qui se joue dans un certain nombre d'expériences. Là, il y a une littérature assez abondante. Je m'aperçois que je dépasse, qu'on arrive à la fin. Je vais adresser les deux dernières questions. Pourriez-vous citer des outils ou des expériences qui ont permis des prises de décision rapides, je suis d'accord avec vous, nécessaires au vu de l'urgence écologique et démocratique à grande échelle? Alors, tout dépend effectivement du calendrier. Pour moi, la Convention citoyenne, 6 mois. 6 mois, c'est le temps nécessaire à un collectif de citoyens vraiment tirés au sort, très divers sociologiquement, et qui ne peuvent pas y consacrer tout leur temps. On peut imaginer aussi que des citoyens soient détachés. Par exemple, dans la communauté germanophone de Belgique, à l'heure actuelle, il y a une assemblée permanente de citoyens tirés au sort qui travaillent avec les deux assemblées élues. On peut imaginer un modèle de ce type. Et si elle n'avait pas été interrompue en vol par le Covid-19, hein, c'est-à-dire qu'elle est dans l'incapacité de se réunir pour un septième week-end, une septième session pour voter ces 150 mesures, si cette convention citoyenne n'avait pas été interrompue, elle continue à travailler d'ailleurs par le numérique. Ça, c'est une des bonnes nouvelles de la crise, c'est qu'on peut continuer à délibérer démocratiquement par des outils tels que celui qu'on utilise aujourd'hui. Leurs avantages compensent un certain nombre de limites, ce qui n'était pas possible techniquement il y a quelque temps, le devient. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un des bons aspects de la crise. Je pense que ça, c'est un outil qui me paraît tout à fait intéressant, un outil que nous expérimentions et nous étions les premiers à l'expérimenter à cette échelle, avec ces enjeux et avec cet engagement. Alors, il y a des assemblées citoyennes, des conventions sur le climat un peu partout en Europe, mais en France, il y avait un engagement ferme de la présidence de la République, il y avait des moyens, il y avait une ambition qui était sans comparaison avec les autres expériences actuelles.
Quel rôle pensez-vous que la désobéissance civile, je suis un partisan de la désobéissance civile, très, très clairement, hein. Je pense qu'elle a un rôle à jouer, comme un rôle à jouer, comme ont un rôle à jouer les acteurs qui jouent le jeu du système. Alors la désobéissance civile, entendons-nous, hein, c'est-à-dire vraiment avec un respect de la non-violence vis-à-vis des personnes absolues. Et il me semble que parmi les mouvements qui se sont révélés aujourd'hui au cours de ces des derniers mois les plus efficaces, Extinction Rébellion concilie finalement les exigences qui sont les miennes, c'est-à-dire de revendication de plus de démocratie. Vous savez que Extinction Rébellion n'a que 3 articles hein, dans son programme, et dans l'un de ces 3 articles, il y a la mise en place de conventions citoyennes pour le climat. Alors, avez-vous bon espoir sur le potentiel? Oui, je vous renvoie, je ne devrais pas le faire parce que ça n'est pas mon rôle, mais à Alternative économique. Hein, Alternative économique qui parle de mesures choc. Bon, vous les jugerez vous-même de votre point de vue, du point de vue de vos attentes en matière de radicalité écologique. Mais je pense qu'il y a à la fois un potentiel démocratique, mais aussi un potentiel substantielle hein, en matière de recherche de solutions. Les citoyens n'ont pas inventé les mesures qu'ils proposent, ils sont simplement contentés de les entendre formulées par des experts ou des acteurs de la société civile, de se les approprier, mais avec un esprit de justice sociale, parce que la plus-value citoyenne, c'est celle qui consiste à chercher en permanence à concilier radicalité écologique et justice sociale. Il y a des mesures qui n'ont pas été jugées acceptables par les 150 citoyens parce qu'elles n'étaient pas compatibles avec cette justice sociale, ou en tout cas, on ne voyait pas la compatibilité. Et donc, voilà, je m'arrête là. Oui, j'y crois encore. Je suis complètement ébranlé par la période. Et ma crainte fondamentale et ma crainte viscérale, c'est que tout ce qui se joue actuellement nous amène à nous déplacer dans un cadre de pensée, mais aussi un cadre institutionnel qui ne soit pas compatible avec l'idée que je me fais de la démocratie. Voilà. Merci J'ai respecté le Loïc. contrat, je crois, sur le timing. Sur le fond, j'en sais rien, c'est à vous de me le dire. Bon, Oui, mais vous avez très bien respecté le contrat. J'aimerais vous prendre une dernière minute pour une dernière question. ouais. C'est une question qui vous invite plus à spéculer vous-même sur les imaginaires qu'on essaie de construire ici. D'après vos recherches, d'après vos expériences aussi, quelles histoires est-ce qu'on pourrait raconter pour donner un imaginaire à ces possibles de la démocratie? Je Plutôt pense que positif malgré vos inquiétudes. alors, je suis pas un homme de scénario, hein, parce que effectivement, je suis dans l'incapacité de me projeter sur le long terme. Je ne sais que extrapoler les logiques existantes et me battre pour que celles que je juge non désirables ne se produisent pas. C'est ça, moi, mon rôle. Donc, je suis incapable de me projeter. Moi, j'aurais tendance à vous dire que, l'expression du maire de Grenoble, là, dans une interview récente, de déconfiner les imaginaires, oui, c'est le moment pour ceux qui sont capables de faire ça, de le faire. Je pense que l'histoire de la Convention est une superbe histoire. Je pense que l'histoire de la petite équipe qui a pris la municipalité de Saillant et qui s'est fait battre malheureusement aux dernières élections municipales est une belle histoire. Je crois à ce type d'histoire sans être sûr qu'elle soit reproductible, sans être sûr qu'elle soit complètement inspirante. Et puis, je lis comme vous tous en tout cas comme beaucoup d'entre vous, de la science-fiction. Hein, je crois beaucoup aux potentialités des imaginaires qu'elle nous propose, des imaginaires dystopiques, mais aussi des imaginaires positifs. Et effectivement, parmi les lectures, j'ai de multiples lectures en ce moment. Il y en a 2 que j'aimerais vous conseiller. Il y en a une qui est très grand public. Si vous êtes passé à côté, mais je ne pense pas, parce que vous êtes un public averti, c'est le numéro spécial de Socialter sur les imaginaires, justement, qui a été coordonné par Alain Damasio. Vous savez, cet écrivain de science-fiction dont le dernier livre est un livre majeur pour moi d'un point de vue politique. Et puis le deuxième livre qui m'a beaucoup fait travailler, il y en a plein en ce moment, c'est la chance en ce moment, c'est que j'ai le temps de lire. Voilà, mais bon, voilà, je m'en fais pas du tout une fierté, mais voilà, j'ai le temps de lire tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque derrière, hein, dont beaucoup me disent est-ce que je les ai lus? Non, 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 pas évidemment, je les ai tous commencés, je ne les ai pas tous lus. Donc là, j'ai le temps de le lire. C'est le livre d'Yves Citon,
J'ai oublié le deuxième co-auteur qui s'appelle Génération collapsonaute, qui est un livre peut-être un peu technique, mais qui est fascinant sur les imaginaires de l'effondrement. Comment finalement on est dans un processus d'effondrement. C'est une évidence, mais évidence, il a commencé. Hein. Et donc, l'invitation que j'aurais tendance à vous faire, c'est commencer à réfléchir ici et à agir ici et maintenant, pas attendre l'après, mais comment repenser, je dirais pas positivement, hein, comment naviguer par temps d'effondrement. Hein. Et ça ressemble beaucoup à un troisième livre, tiens, qui est d'un autre niveau de lecture, beaucoup plus facile, le livre de Corinne Morel-Darleux, plutôt coulé en beauté que je ne sais plus quoi, que flotter sans grâce. Que flotter sans grâce, bon, quelque chose comme ça. Les deux livres se répondent avec et moi, je vous invite à les lire parce qu'ils vont, me semble-t-il, beaucoup plus loin sur cette question de l'imaginaire que ce que j'ai pu vous dire. Je n'ai pas beaucoup d'imagination, malheureusement. Bah, Voilà. merci beaucoup, Loïc. Merci à Et tous et à toutes. bon vendredi et bon week-end Merci à pour vos tous. commentaires. Merci. Merci.